On voit bien que l'essor de l'intelligence artificielle bouleverse pas mal de secteurs. Il y a une branche qui est très intéressante à explorer également, c'est la reconnaissance visuelle. J'ai tellement l'habitude de dire virtuelle, computer vision en anglais. Quelles sont ces nouvelles pratiques qu'autorise cette reconnaissance virtuelle? On va en parler avec mon premier invité. Ce n'est pas forcément un sujet très facile à aborder puisqu'il touche aussi à la reconnaissance faciale qui a été qualifiée de sujet hautement sensible, brûlant même par l'ancien secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Bonjour Emmanuel Vignon. Bonjour Delphine. Vous êtes le président de Sicara, donc société de conseil technologique spécialisée dans la data et l'intelligence artificielle, experte en développement de ces solutions de computer vision. Alors comment est-ce que vous arrivez à proposer des développements, des nouveaux services, des nouvelles pratiques autour de cette branche de l'IA sans vous brûler les ailes avec cette question très complexe de la reconnaissance faciale dans la société qui pose des questions démocratiques, de liberté, des questions sociétales? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'autres cas d'usage qui utilisent la computer vision et qui ne reposent pas sur la reconnaissance des personnes et sur l'identification des personnes. Et en fait, chez Sicara, c'est véritablement là-dessus qu'on va se positionner. On ne va pas du tout chercher à répondre à des besoins sur lesquels on a un enjeu éthique, parce que c'est pas notre métier, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Alors oui, enfin en même temps, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, à un moment, il faut qu'on parle d'éthique. Oui, mais en fait, tout dépend de la décision que prend le système. En fait, je pense qu'il y a un enjeu, effectivement, il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de l'éthique, mais il y a aussi beaucoup de cas d'usage de l'intelligence artificielle qui ne posent pas de problème d'éthique. Quand il faut reconnaître sur un plateau repas si vous avez des carottes râpées ou un poulet basquez, j'ai pas de problème d'éthique, en fait, dans la capacité que va avoir le système à reconnaître ça. Quand je suis chez un acteur qui produit des plaques de verre et qu'il faut détecter des défauts à la sortie de l'usine pour augmenter la qualité du produit fini, je ne pose pas de problème d'éthique. Et c'est surtout sur ces cas d'usage-là qu'on va réussir à trouver des choses qui sont importantes de valeur. Vous nous donnez un aperçu à peu près. Donnez-nous des exemples très concrets de produits qui sont conçus aujourd'hui, qui fonctionnent avec la computer vision. Alors je prends le premier exemple, l'histoire des carottes râpées et du poulet basquez. Oui. Vous allez à la cantine, vous prenez des carottes râpées, un poulet basquez, oui. Et ce qu'est capable de faire notre système, c'est de prendre en photo le plateau et de détecter qu'il y a bien des carottes râpées et un poulet basquez. Alors, quel est l'avantage et l'intérêt là? Alors, l'intérêt, c'est que ça fluidifie énormément le passage, le temps de passage des convives dans le restaurant. C'est-à-dire que vous n'avez pas une personne qui est immobilisée de midi à 14h pour facturer les plateaux repas. Cette personne Donc, ça permet la facturation automatique? Ça permet la facturation automatique. Et à ce moment-là, les personnes peuvent être beaucoup plus présentes pour les convives s'il manque des couverts, s'il manque du pain, s'il faut faire un réapprovisionnement au niveau des étalages. D'accord ? Alors, ça, c'est intéressant, mais on pourrait se dire c'est assez simple. Et c'est mis en pratique aujourd'hui ? Oui, bien sûr. On a une cinquantaine de restaurants qui sont déployés en production. Des restaurants d'entreprise ? Surtout des restaurants d'entreprise. En France ? En France. D'accord. Et le type de retour sur investissement qu'on peut en attendre, parce que j'imagine que c'est une technologie qui nécessite un investissement. On y gagne sur le temps, mais est-ce qu'on y gagne véritablement en argent à la fin ? Oui, bien sûr. Nos clients nous le disent, sinon ils ne viendraient pas nous voir. En revanche, la question du retour sur investissement, c'est une question qu'il est nécessaire de se poser. Parfois, on arrive à des cas d'usage où on n'a pas de retour sur investissement. Je peux vous citer des exemples. On était avec une filiale du groupe Lafarge, il n'y a pas si longtemps que ça. Le but du jeu était de détecter que les camions étaient bien bâchés à la sortie des carrières. Bon, en vrai, soit j'ai un système qui existe déjà et que je peux brancher directement, et à ce moment-là, ça marche. Mais on a considéré que ça ne justifiait pas, enfin que le retour sur investissement n'était pas là pour construire quelque chose from scratch. C'est aussi ça notre métier, c'est-à-dire d'accompagner les clients dans le retour sur investissement et de ne pas forcément faire la solution si jamais je n'ai pas le retour sur investissement attendu. Donc vous dites que c'est très mesurable. On en est où du stade de maturité de développement de ces technos aujourd'hui ? Alors c'est ça aussi, excellente question, et merci de la poser, parce que dans la reconnaissance visuelle, qui est peut-être un sujet sur lequel on a eu beaucoup d'évolution sur les 5 dernières années, on ne peut pas considérer qu'on a un stade de maturité très élevé. D'accord ? On est encore sur des sujets qui sont très exploratoires. Donc il faut aborder les choses avec beaucoup de prudence. On a tendance à réduire les périodes d'investissement pour essayer d'avoir des résultats sur des cycles courts.
Le but du jeu étant de ne pas dire à un client, je pars sur 1 an et demi de projet et puis on verra bien ce que j'ai à la fin des 1 an et demi. On a plutôt tendance à avoir des cycles courts qui font quelques semaines et puis à la fin duquel on a quelque chose de concret où on peut mesurer l'attente, mesurer l'endroit où on en est sur la courbe d'apprentissage du système. Voilà. Donc oui, il y a un aspect de maturité de ces technologies-là qui est encore... Question de maturité des technologies et question de maturité aussi du côté des entreprises utilisatrices. Ça va de mieux en mieux. Ouais. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans l'intelligence artificielle et en vrai, il y a... Vous avez travaillé d'ailleurs chez IBM. J'ai travaillé chez IBM. Vous avez développé l'activité Watson autour de l'intelligence artificielle en France. Exactement. Vous voyez justement l'évolution même au niveau du discours et de la manière dont il est reçu autour de l'intelligence artificielle. Oui, beaucoup. Quand je suis arrivé en 2015 chez IBM, les premiers clients que je voyais ne connaissaient vraiment rien à la data. Et les décideurs dans les entreprises ne connaissaient pas du tout ce qu'on pouvait faire. En fait, ils ne savaient pas ce qu'on pouvait faire avec la data, les capacités des algorithmes. Et du coup, on était dans des discussions qui étaient compliquées parce qu'on était presque jugé parti. On disait au client, si, tu peux faire ça. Mais le client disait, oui, mais en fait, tu es jugé parti parce que tu as envie de vendre, ou des choses comme ça. Donc, on avait un problème de maturité au niveau des interlocuteurs avec qui on parlait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je parle avec des Chief Data Officers qui ont mon âge et qui sont nés comme moi dans cet univers de l'informatique d'abord et puis après de la data et enfin de l'intelligence artificielle, avec lesquels les discours sont beaucoup plus faciles, les niveaux de maturité sont plus élevés. Les gens ont internalisé des gens chez eux, donc ils ont recruté des data scientists, donc ils se sont confrontés aussi à la difficulté, à la résistance des choses. Il faut se confronter à la résistance des choses pour le comprendre. Et aujourd'hui, on a des interactions qui sont beaucoup plus saines avec nos interlocuteurs et je pense que dans le futur, ça va aller encore beaucoup mieux. Oui, parce que ça reste quand même un sujet sensible. Il y a la question de la puissance algorithmique. Est-ce qu'on arrive à maîtriser ces algorithmes? Quel est le niveau de transparence des intelligences artificielles aujourd'hui? Et puis, la collecte des données qui est fortement régulée. Oui, la collecte des données. Alors, c'est un peu le paradoxe de notre métier. C'est que on a besoin de plus en plus de données pour être pertinent dans les choix que va faire l'algorithme. Et à contrario, on n'a pas forcément envie qu'on ait un dispositif qui collecte toutes les données sur la manière dont on vit. Donc là aussi, on a des sujets éthiques qui sont pas forcément évidents. Mais je vous rassure encore, il y a beaucoup de cas d'usage aujourd'hui qui ne touchent pas à la donnée personnelle. Je reprends mes cas d'usage sur le poulet basquez ou sur la détection de la qualité en sortie d'usine sur des plaques de verre. Je n'ai pas besoin de données personnelles. Donc là-dessus, vous pouvez avancer très vite. Est-ce qu'il y a des progrès qui vont à la même vitesse dans le domaine de la reconnaissance virtuelle ? Dans le domaine de est-ce qu'on dépend encore des techs américaines là-dessus? Les techs américaines. Alors, oui, c'est vrai que les GAFA sont les grands pourvoyeurs des nouveaux algorithmes. Oui. C'est vrai. Maintenant, on a une communauté de chercheurs en France qui n'a pas à rougir. D'accord. Il y a des très beaux papiers scientifiques qui sont fournis dans les conférences internationales de renom. Chez Sicara, on a un doctorant qui est aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans et qui présente un papier, enfin c'était hier pour être vraiment exact, qui présente un papier sur un domaine assez particulier de la reconnaissance visuelle. Donc on a aussi ces laboratoires à Centrale, à Télécom, à Polytechnique. Ça réclame un type d'expertise particulier, la computer vision, la reconnaissance visuelle, dans le domaine de l'IA? Bien sûr. Et c'est enseigné ça à l'école aujourd'hui? Oui. Et c'est un sujet intéressant. C'est-à-dire que si vous allez dans les écoles d'ingénieurs françaises ou même les universités américaines, la plupart des cursus de formation portent sur le modèle, sur l'algorithme en tant que tel. Oui. Or, en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu un changement au niveau de cette discipline de l'intelligence artificielle qui est un changement d'un mode modèle-centrique vers un mode data-centrique. La notion de modèle-centrique, c'est comment j'améliore mon modèle, mon algorithme, toute chose égale par ailleurs, pour qu'il augmente sa performance. Et la partie data-centrique, elle prend le problème différemment. Elle dit, finalement, mon modèle, il est déjà très bien. En revanche, mes data, elles sont pas de qualité.
Donc les données entrantes, en fait, que je sers à l'algorithme, il faut que je puisse travailler davantage dessus. Donc Oui. c'est la question de la collecte. Aujourd'hui, elle est plutôt automatisée. Pas forcément, on peut avoir des processus de collecte automatisés, mais elles peuvent être manuelles. Ce qui est... Donc il faut des Chief Data Officers Alors oui, en plus fait, pointus. la collecte, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la labellisation. C'est-à-dire que quand vous collectez des datas, Très vite, parce qu'on arrive à la fin de l'interview. Oui. quand vous collectez des datas, vous ne savez pas, enfin, vous avez besoin de dire à l'algorithme quelle est la conclusion à laquelle il doit arriver. Et en fait, cette partie labellisation, c'est un travail qui prend du temps et qui est souvent fait par des êtres humains et il ne faut pas le négliger. Et je sais que vous recrutez, vous recherchez justement. Des data engineers, justement, pour travailler sur cette partie data. Voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup Emmanuel Vignon. Merci Vous êtes beaucoup, le Delphine. président de Sicara, je le rappelle. C'est l'heure de notre talk dans Smart Tech. On va parler open banking.